Dossier Lacerta, entretien avec une reptilienne de Oleka, partie 4, suite et fin du deuxième entretien. Question. Une dernière question. Lors de votre première rencontre en décembre 1999, vous avez clairement fait part de votre intention de ne pas aborder des questions d'ordre scientifique et paranormal. Pourquoi cette ouverture maintenant? Réponse. La dernière fois, je n'ai vu aucune nécessité de vous surcharger avec des concepts de ce type, et maintenant, vous êtes manifestement surchargé. J'ai donc décidé d'approcher ces questions à la périphérie. Apparemment, cependant, certaines de mes démonstrations d'aujourd'hui vous ont amené à réfléchir à votre monde, et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. Et de toute façon, vos scientifiques vont considérer mes propos comme de la fumisterie. Par conséquent, je ne vois pas de danger particulier à diffuser ces informations. Personne n'y fera vraiment attention. En effet, ceux qui m'ont traité de créature du mal se fondent sur la croyance à l'occultisme et à la magie, deux choses qui n'existent pas du tout. Il n'y a pas de magie, il n'y a que de la science avancée, et tout ce que vous étiquetez comme magique est seulement une partie de la science. Si vous pouviez comprendre cela, ce serait déjà un grand pas en avant dans votre développement. Mon ouverture sur ces questions se termine ici. D'autres questions, s'il vous plaît. Question. Bon, parlons OVNI. Pouvez-vous expliquer comment notre gouvernement a obtenu du matériel OVNI au point de pouvoir lancer ses propres projets? Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'incident de Roswell? Réponse. Oui, mais cet incident n'était pas le premier. Je ne suis pas historienne, j'étudie votre comportement actuel, alors ma connaissance de ces événements dans votre histoire n'est sans doute pas très complète. Je vais essayer de vous expliquer ce que je sais des événements survenus à l'époque. Laissez-moi réfléchir une seconde. Dès 1946 à 1953 de votre calendrier, il y a eu 5 cas de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui se sont écrasés à la surface de la Terre. Dans l'incident que vous appelez incident de Roswell, il n'y avait qu'un seul vaisseau extraterrestre en cause, mais 2 vaisseaux se sont écrasés suite à une collision dans différentes zones d'un pays à l'ouest que vous appelez États-Unis. Veuillez noter que ces vaisseaux peuvent continuer à léviter un certain temps, même s'ils sont endommagés, ce qui explique la différence dans les points d'impact. Ce crash n'était pas le premier, mais le deuxième et troisième. Un autre vaisseau s'est écrasé en 1946, mais il était trop endommagé pour être utilisable. Une précision avant de continuer cette explication. Il peut vous sembler ridicule qu'autant de vaisseaux spatiaux extraterrestres avancés s'écrasent en une dizaine d'années. L'explication étant fort étrange mais correcte. Le problème n'est pas lié à la navigation du vaisseau lui-même, mais à la direction du champ de votre planète. Cette espèce extraterrestre, qui avait à cette époque des vaisseaux en forme de disque, utilisait un système de propulsion fonctionnant sur le principe normal de la fusion, mais avec une technologie non conventionnelle d'alignement sur le champ magnétique. Cette technologie avait des avantages mais aussi des inconvénients. Le champ de répulsion devait évidemment faire un angle précis avec le champ magnétique terrestre. Cette espèce utilisait dans ses vaisseaux une technologie d'alignement par laquelle le champ se verrouillait sur tous les points du champ magnétique terrestre. À cette époque, cette espèce venait d'arriver sur Terre et leur point d'origine se situait sur une planète dont le champ magnétique était plus stable,
sur laquelle ils avaient conçu leur système de navigation. Le champ magnétique de la Terre n'est pas tout à fait stable. Il est soumis à des variations cycliques et prend la forme d'un vortex de champ dans des conditions défavorables. Chaque fois qu'un vaisseau équipé d'un de ces systèmes de navigation se retrouve dans une fluctuation du champ ou dans un vortex trop fort, alors, pour une courte durée, le champ de répulsion ne peut plus s'aligner correctement et le vaisseau se met à planter, sans contrôle de sa trajectoire de vol. Le système de navigation fonctionne correctement, mais comme le champ fluctue dans toutes les directions, le vaisseau peut s'écraser. Dans le cas de 1947, d'après mes informations, un des vaisseaux fut pris dans une fluctuation, son champ se connecta non intentionnellement sur celui du leader de la flotte et il s'ensuivit une collision avec un autre vaisseau dans laquelle les deux engins furent gravement endommagés. La fluctuation magnétique à ce moment-là fut probablement causée par une perturbation électrique due à des phénomènes météorologiques. Finalement, les deux vaisseaux s'écrasèrent, l'un d'eux près du point de collision, l'autre à une centaine de kilomètres. Tous les occupants furent tués sur le coup. La fine structure en coque de ce type de vaisseau en forme de disque n'était pas très stable en soi, étant donné que ces disques n'avaient pas été conçus contre les accidents ni pour le vol dans un champ magnétique soumis à des forces externes. L'armée a d'abord récupéré des morceaux avant de trouver les vaisseaux avec les créatures mortes à l'intérieur. Ils ont immédiatement classé l'affaire top secret et ont tout rapporté dans leur base militaire pour analyser le système de navigation. Le plan secret était d'utiliser plus tard la technologie extraterrestre contre les ennemis de ce grand pays. Tout cela est aussi primitif que ridicule. Je crois me souvenir, je ne vais pas préciser la date exacte, qu'entre 1949 et 1952, un accident horrible eut lieu lors de travaux sur l'épave. D'après mes sources, c'est ce que les membres de ce gouvernement ont dit aux membres de mon espèce. Tout a été déclenché par l'activation involontaire d'un des composants du pilotage dans des conditions non protégées. Il en résulta que l'environnement fut transformé dans un état ressemblant à du plasma pendant une courte période de temps, provoquant accidentellement la transformation soudaine du champ électrique général en une impulsion magnétique d'une puissance extrême. Savez-vous quel effet se produit lorsqu'une secousse magnétique plasmatique entre en contact avec un organisme? Bien sûr que non. Cela crée une perturbation dans la structure du champ magnétique et une réponse bioélectrique. Imaginez, si vous voulez, un corps humain dévoré par des flammes ardentes pendant 3 ou 4 jours. Ces flammes ne brûlent pas à l'intérieur, mais consument le corps jusqu'aux derniers éléments. Vous avez une idée approximative de ce qui s'est passé. Je pense que 20 à 30 de vos scientifiques sont morts dans le laboratoire. Deux autres crashs se produisirent en 1950 et 1953 sur un bassin versant du continent américain. Ces vaisseaux ont été récupérés relativement intacts. Pour l'accident de 1953, si je me souviens bien, le système de navigation était même intact. C'est grâce à ce dispositif que vous avez pu observer pour la première fois que vous avez compris le concept, mais de manière erronée, et que vous en avez reconstruit un avec des erreurs. Aujourd'hui encore, vous n'avez pas encore réussi à tout mettre en place. Cette race, qui a construit ces vaisseaux, que j'ai classés parmi celles qui sont hostiles, s'inquiétait naturellement des recherches technologiques
que votre race allait faire. Ils ne voulaient pas, à ce moment-là, engager un conflit direct avec vous. Ils ont donc choisi la voie diplomatique et sont entrés en contact avec ce gouvernement dans les années 60. Bien sûr, ils n'ont pas révélé les vraies raisons pour lesquelles ils étaient ici, le cuivre, l'hydrogène, l'air, mais se sont plutôt présentés comme des chercheurs curieux et ont proposé de vous montrer le principe de fonctionnement des vaisseaux en échange de quelques faveurs. Naïf comme vous êtes, vous avez accepté et vous avez été trompé. Vous leur avez donné les matières premières, vous leur avez donné des endroits sûrs pour leur base, vous leur avez donné accès à vos données de défense les plus confidentielles, vous leur avez donné l'accès à votre ADN et plus encore. Tout cela juste pour assouvir votre soif de pouvoir et d'information. Les espèces extraterrestres ont bien entendu rapidement remarqué qu'ils avaient affaire à des créatures simples d'esprit, vous donnant de fausses informations, surtout en ce qui concerne leur technologie, afin de profiter plus encore de la coopération avec vous. Par exemple, ils vous ont dit que le système de navigation ne peut être construit qu'avec des éléments instables d'un numéro atomique élevé, mais en omettant de préciser que ce système peut être fabriqué avec des variantes qui le font fonctionner parfaitement avec des éléments stables d'un numéro atomique inférieur, et, généralement, c'est ainsi qu'ils procédèrent. Avec ces demi-vérités, ils vous ont rendu dépendant de la synthèse d'éléments à numéro atomique élevé et donc renouvelés par leur propre technologie. Leurs suggestions pour la construction de vos ovnis ont été conçues de telle sorte que la solution à des problèmes existants générait en parallèle de nouveaux problèmes. Ils ne vous ont jamais dit toute la vérité, mais ont élaboré des mensonges de plus en plus sophistiqués qui ont conduit à d'autres problèmes techniques vous rendant dépendant d'eux. Dans la fin des années 70 et début des années 80, cela s'est focalisé autour de plusieurs événements qui eurent lieu entre les espèces extraterrestres et le gouvernement humain. Je ne vais pas détailler n'étant pas sûr de mes informations. Il s'agissait d'un nouveau, ou plutôt d'un ancien problème technique avec les vaisseaux que vous aviez construits par vous-même, dont les systèmes de camouflage et de navigation étaient défectueux lors des vols d'essai à l'air libre. Pour cette raison, le secret de l'opération était menacé. Vos militaires et vos hommes politiques en ont conclu qu'après plus de 20 ans, ils avaient été trompés par les espèces extraterrestres. Un grand nombre d'incohérences et de non-respect des limites des traités par les deux parties conduisit à une altercation entre vous et les extraterrestres qui eut son point d'orgue dans le décalage de 3 appareils aériens extraterrestres grâce à une arme IEM à impulsion électromagnétique et dans une escarmouche armée sur une de leurs bases souterraines. Suite à ces attaques, les espèces extraterrestres ont rompu tous les contacts avec vous et ont été très en colère après vous, ce qui se comprend. Aussi, je compte cette espèce extraterrestre parmi les 3 qui vous sont hostiles. Tandis que les 2 autres sont plus occupés par leurs affaires, se livrant une guerre froide pour la domination de votre planète, vos anciens amis et partenaires se préparent à s'offrir la domination absolue sur les matières premières et sur l'ADN humain. À l'heure actuelle, il est probable qu'il manque de possibilités techniques et des forces nécessaires pour atteindre leur objectif directement. Néanmoins, nous prévoyons qu'ils peuvent lancer certaines actions négatives contre vous, peut-être d'un niveau plus subtil, dans les années ou dans les décennies à venir. Question. Les autres espèces extraterrestres ne font rien contre les actes de guerre? En particulier les races plus avancées, n'ont-ils pas le pouvoir de faire quelque chose? Réponse.
Vous vous trompez. Plus précisément, les espèces extraterrestres avancées ne s'intéressent pas à votre avenir. Pour eux, vous êtes comme des animaux dans un grand laboratoire. Il est certain qu'une intervention extraterrestre sur votre planète perturberait leurs projets, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts à accepter une confrontation directe avec d'autres espèces pour cette raison. Nombre d'entre eux pourraient tout simplement chercher une autre planète pour faire leurs recherches, ou ils pourraient étudier votre comportement et votre conscience en restant à distance, car les situations de crise ont un intérêt pour leurs études. Lorsque vous regardez une fourmilière et qu'une autre personne arrive et écrase cette fourmilière, que faites-vous? Vous poursuivez votre chemin, vous cherchez une autre fourmilière ou vous observez les fourmis dans un état de crise. Mais est-ce que l'un d'entre vous, même s'il était plus grand et plus fort que celui qui a écrasé la fourmilière, va prendre la défense des fourmis? Non. Vous devez vous mettre à la place des extraterrestres avancés pour comprendre leur point de vue. Vous êtes des fourmis pour eux. N'attendez aucune aide de leur part. Bien sûr, nous demanderions de l'aide s'il s'avérait évident que vos anciens partenaires se sont ligués contre vous. Certains membres du gouvernement humain sont pleinement conscients de notre existence, en particulier sur la base d'anciens concepts religieux. Par exemple, une construction gigantesque en partie souterraine est abritée dans une de vos grandes capitales. Elle est entièrement occupée par mon espèce et dotée d'un accès direct à une cage d'ascenseur et à un complexe souterrain. Dans ce bâtiment, des réunions partielles ont eu lieu et ont encore lieu entre nous et les humains. Nous vous avons transmis ces données au cours des dernières années. Selon mes informations, nous souhaitons vous tenir le plus loin possible du conflit. Vous devez apprendre à résoudre vos problèmes par vous-même ou devenir suffisamment intelligent pour éviter de créer de telles situations. Que va-t-il se passer? Qui sera de votre côté? Seul le temps nous le dira. Mais je ne souhaite pas vous donner d'indications sur cela. Question. J'ai ici 5 photos d'ovnis différents, ou du moins qui semblent montrer des ovnis. Pourriez-vous les regarder et me dire laquelle de ces photos montre des vrais engins volants extraterrestres? Réponse. Je vais essayer. Vous me posez de nombreuses questions aujourd'hui auxquelles je ne peux pas répondre de manière certaine. Ne surestimez pas mes connaissances, je ne suis pas un expert en technologie extraterrestre, ni en construction de vaisseaux extraterrestres. En effet, les ovnis authentiques présentent des détails techniques et des particularités qui les font distinguer aisément des phénomènes naturels ou des créations humaines. Il arrivera que vous falsifiez le schéma d'un appareil authentique. Donc, ce n'est pas si facile d'identifier un objet avec certitude. Je vais essayer. Montrez-moi les photos. Commentaire de Oleka. Elle regarde les photos de chaque ovni pendant quelques secondes et puis trie les photos 1, 3 et 5. Ces 3 images sont des contrefaçons évidentes ou des mauvaises identifications. Sur la première photo, il semble presque certain qu'un vaisseau extraterrestre réel a été adapté sous forme d'un modèle réduit. Il lui manque des caractéristiques importantes qui sont étroitement liées aux champs techniques et physiques associés. De manière générale, plus le contour et les couleurs sont nets, plus il est probable qu'il s'agisse d'un faux, car un vaisseau en lévitation est généralement caché dans un état de champ modifié, ce qui fausse les couleurs et les formes selon l'alignement. Cela pourra paraître étrange, mais les photos qui sont floues et dont les couleurs sont modifiées peuvent parfois indiquer un signe d'authenticité. En effet, cet objet survole l'eau. S'il s'agissait d'un vaisseau réel, on devrait voir au moins de la houle ou une onde à la surface. Comme la surface est plate, ce n'est certainement pas un vaisseau authentique. À mon avis,
aucune de ces trois photos ne montre de vrais objets volants ou des ovnis. Ici, dans cette photo, je ne vois aucun objet artificiel en vol. Il semble s'agir d'un reflet de lumière dans l'appareil photo. Vous devriez être vraiment suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans de telles confusions. Comme le grand public a couru après des faux et des contrefaçons pendant longtemps, il découvrira probablement trop tard ce qui se passe réellement en face de lui dans l'atmosphère. Celui-ci semble authentique. Il présente au moins les caractéristiques nécessaires. À première vue, je pourrais l'attribuer à une espèce extraterrestre qui a visité votre planète au cours des 35 dernières années. L'objet même est métallique et en forme de disque. Il est certainement perturbé au niveau des formes et des couleurs grâce à cet effet de champ. Ces quatre excroissances longues et blanches en dessous du vaisseau ressemblent à une sorte d'utilisation de la lumière quasi-gravitationnelle, c'est-à-dire que le champ de force universel est modifié dans le sens d'une gravité simulée. En réalité, il ne s'agit pas d'une vraie lumière. Ce n'est pratiquement jamais une vraie lumière quand vous voyez des ovnis éclairés, mais un champ de forme spécial puissamment chargé qui se manifeste dans l'espace matériel sous forme de quasi-lumière. La raison de l'activation de ce système spécial à haute énergie dans l'atmosphère ne m'apparaît pas clairement. C'est peut-être un moyen d'étudier ou d'influencer l'environnement. En tout cas, c'est vraiment imprudent pour cette espèce extraterrestre que de laisser photographier cette technologie par les humains. Eh bien, je suppose que la plupart d'entre vous n'y comprennent rien et que ceux qui la comprennent ne vont pas en parler publiquement. Celui-ci est un authentique objet aérien. Il n'est en rien extraterrestre. Les objets aériens triangulaires ne sont tout simplement pas utilisés par les espèces extraterrestres, ou plus exactement, pas dans cette forme-là. Ce genre de forme de fuselage provient d'un concept humain. Il s'agit d'un de vos projets militaires secrets que vous avez mis au point avec l'aide de la technologie extraterrestre incomplète qui vous a été fournie par des extraterrestres dans les années 60 et 70. En règle générale, la forme de la coque d'un vaisseau extraterrestre authentique ne fait aucune différence car dans le champ lui-même aucune force externe ne peut y avoir un effet. Les vaisseaux ont généralement une forme arrondie et sont construits sans angle vif, comme des disques ou des cylindres, de manière à permettre au champ de s'écouler plus facilement. Vos projets font l'hypothèse que le champ de navigation extraterrestre doit s'accompagner d'un système de moteur à réaction classique. Par conséquent, vos projets ont des formes triangulaires et sont conçus avec des fuselages afin d'être orientables selon ce principe de recul primaire. Dans l'exemple ici, le vaisseau glisse par-dessous tout sur son authentique champ de navigation. Remarquez-vous la distorsion et la quasi-lumière dans les cylindres rotatifs? Ceci est une indication irréfutable de l'authenticité de la photo. Mais pourquoi, me demanderiez-vous, avoir 4 cylindres? C'est inhabituel. Même les intervalles ne semblent pas corrects. La couleur est très sombre et la distorsion optique intérieure est remarquable. On peut faire l'hypothèse d'une construction d'un système original par vos scientifiques. Comme les espèces extraterrestres ont cessé de vous donner des informations suite au différend qui a eu lieu, ils ont procédé à la rétro-ingénierie des systèmes par eux-mêmes, sans être vraiment en mesure de mesurer le danger de ce qu'ils étaient en train de faire. Cette construction n'améliore pas le système, il le rend plus instable. Les 2 cylindres d'avant sont trop proches l'un de l'autre. Ils vont se fondre l'un dans l'autre.
La couleur montre une puissante radiation résiduelle. Il est probable que des éléments à numéro atomique élevé ont été utilisés pour faire ce changement. C'est en tout cas très dangereux de ne pas être protégé à proximité de ce champ. La personne qui a fait la photo a-t-elle subi des radiations ou des brûlures? Question. Je ne sais pas. D'où viennent ces ovnis militaires? Des États-Unis? Réponse. Oui, je crois que c'est cela généralement. Ils proviennent du continent de l'Ouest. Question. Alors pourquoi voler au-dessus des zones densément peuplées de l'Europe? Cette photo nous vient de Belgique. Cela n'a aucun sens. Pouvez-vous expliquer? Réponse. Pourquoi serais-je la seule à expliquer les actions humaines étranges? Il est possible qu'il s'agisse de tests de longue distance ou des tests avec des systèmes de camouflage électromagnétique. Le vieil ennemi de la nation américaine vit dans cette partie du monde. Alors pourquoi ne pas y faire leurs tests? Chez eux, ils ont eu tout le temps de faire des allers et retours avec leurs vaisseaux. Peut-être ont-ils suscité trop d'observations. Avec ce type de structure de champ instable, comme le montrent vos photos, il me semble peu probable que ce vaisseau soit capable de faire un vol de cette distance en traversant l'océan 2. Une station de test est peut-être implantée ici, sur votre continent. Malheureusement, je n'en sais rien. Question. De nombreux lecteurs de la première transcription ont posé la question sur la façon dont s'est noué votre premier contact avec EF. J'ai déjà entendu l'histoire, mais pouvez-vous la répéter ici encore pour cette nouvelle transcription? Réponse. Bien sûr. Tout a commencé il y a environ 2 ans ici en Suède. J'ai toujours été vivement intéressée par vos espèces et votre comportement depuis ma jeunesse. À cette époque, j'avais déjà étudié votre littérature autant que possible. Bien sûr, il n'est pas facile pour moi de me procurer des ouvrages humains, mais comme mon groupe ou famille occupe un rang élevé, j'ai pu recueillir quelques documents et même parler avec d'autres membres de mon espèce qui vous ont déjà rencontré. J'étais vraiment très curieuse à propos de votre espèce et dès que j'ai eu la permission d'aller à la surface, j'ai immédiatement cherché à collecter plus d'informations. Par-dessus tout, j'ai eu l'interdiction formelle d'engager un contact direct avec les humains car ma position à cette époque ne le nécessitait pas. En 1998, je me retrouvais beaucoup plus au nord d'ici en forêt, près de l'entrée dans mon monde, à la recherche d'échantillons biologiques que nous utilisons pour surveiller la pollution de l'environnement et la destruction statistique de la faune et de la flore par les humains. J'étais sur le chemin du retour vers l'entrée. Nous avons en effet un meilleur sens de l'orientation que vous grâce à notre perception du champ magnétique terrestre. Je me trouvais dans les environs du Grand Lac quand je suis tombée par hasard sur une cabane dans la forêt. J'ai senti la présence d'une conscience humaine dans cette cabane. Il s'agissait d'EF. En effet, comme je n'avais pas le droit d'avoir de contact avec d'autres espèces, j'avais déjà développé ma capacité de camouflage, même vis-à-vis de grands groupes. Je n'avais jamais rencontré un être humain quand j'étais seule. Appelons cela de la curiosité primitive. Ayant envie de parler à cette personne dans la cabane, j'ai frappé à la porte. EF a ouvert la porte et nous avons eu une conversation intéressante. Son langage n'était pas très familier pour moi à ce moment-là, mais il n'est pas du tout difficile d'apprendre une nouvelle langue quand vous pouvez lire dans la conscience de votre interlocuteur.
Je lui ai dit simplement que je venais d'un pays étranger plus à l'est. De toute évidence, à ce moment-là, il n'avait pas la moindre idée de qui j'étais. Il avait parfaitement l'impression de parler à une créature de son espèce, même s'il ne s'agissait que d'une image de mimétisme. Comme ma mission consistait à enquêter sur le terrain pendant plusieurs jours, je lui ai rendu visite 3 fois sous une forme humaine. Au départ, nous avons parlé de choses très ordinaires, et puis nous avons abordé des questions de religion et de physique. Il semblait impressionné par mes connaissances et j'étais de même impressionné par sa lucidité et sa structure de personnalité bien affichée pour un être humain et par ses opinions très personnelles. Les humains ont tendance à s'en remettre à l'opinion publique ou au conditionnement, tels que les espèces reptiliennes sont le mal. J'ai orienté la conversation dans cette direction et EF a déclaré qu'il croyait en l'existence des espèces extraterrestres et qu'ils ne devaient pas être nécessairement mauvais, mais simplement différents des humains. Cela me plaisait. À ce moment, bien sûr, je ne pouvais pas lui parler concrètement de ce que je savais, car il ne m'aurait pas cru, il m'aurait prise pour une fantaisiste. En moi a germé l'idée très rare, pour mon espèce, de lui montrer ma vraie apparence, ce que j'ai fait au cours de la conversation que nous avons eue à notre 4e rendez-vous dans la cabane. En réalité, il était prédestiné à avoir ce contact. Il était ouvert d'esprit, honnête, intelligent, sans penchant religieux ni conditionnement. Il vivait seul et isolé, et personne ne le croirait s'il rendait publique son histoire. J'ai osé faire ce grand pas. Ensuite, j'ai eu de sérieux doutes sur la pertinence de mon acte, surtout quand il a réagi très violemment. Il a réussi à se contrôler après un moment, et nous avons pu parler de différents sujets. Il n'avait pas d'autre choix que de me croire. Ce fut le début d'une série de rencontres qui eurent lieu d'abord ici dans la forêt, mais qui ensuite ont été déplacées dans sa résidence à l'écart. Enfin, il nous a fait nous rencontrer, et c'est pourquoi nous sommes ici à nouveau pour parler de choses auxquelles la société humaine ne croit pas. Question. Vous avez dit que vous n'étiez pas autorisé à cette époque à contacter des humains. Avez-vous maintenant la permission de parler à EF et à moi de toutes ces choses et de les rendre scientifiquement publiques? Réponse. Oui, c'est difficile pour moi d'expliquer et difficile pour vous de comprendre. Disons que je suis maintenant en mesure d'avoir cette permission sans avoir à me soucier des conséquences. Dans ma position, je suis quasi immunisé contre certaines restrictions. Voyez-le de cette façon. Oui. Question. Si d'autres personnes voulaient entrer en contact avec votre espèce, auraient-elles cette possibilité? Réponse. En général, non. Nous évitons tout contact avec vous. Nous agissons à la surface uniquement dans les régions reculées et nous utilisons nos techniques de mimétisme en cas de rencontre avec des humains. Le fait que je vous parle ne veut pas dire que d'autres de mon espèce suivront mon exemple. Il va sans dire que nous pourrions chercher une entrée dans un monde et vous y engager. Toutefois, cela entraînera des conséquences désagréables pour celui qui s'infiltre. Vous n'avez quasiment aucune possibilité de nous reconnaître à la surface. Vous ne pouvez même pas nous contacter. C'est nous qui avons à vous contacter, comme je l'ai fait avec EF. Cependant, ce type de contact n'est pas fréquent et reste une exception très rare. Question. Pouvez-vous décrire votre monde souterrain? Réponse. Je vais essayer, mais bien sûr, je ne vous donnerai pas son emplacement.
Mon monde se situe dans l'une de nos plus petites colonies souterraines à l'est d'ici. Je vais vous donner quelques chiffres afin de mieux vous faire une idée. Juste une minute, je dois convertir les mesures dans vos unités. C'est une caverne en forme de dôme à environ 4300 mètres sous la surface de la Terre. La caverne a été organisée en colonies il y a 3000 ans. Une grande partie de la structure du plafond est artificiellement intégrée dans la roche et la forme a été remodelée en un dôme plat et bien proportionné dans une base ovale. Le diamètre du dôme, selon vos mesures, fait environ 2,5 km. La hauteur maximale du dôme, au point culminant, est de 220 mètres. Dans chaque colonie, en dessous du point culminant, est construit un bâtiment cylindrique gris-blanc, comme un pilier qui supporte la structure en nid d'abeille du dôme. Ce bâtiment est le plus haut, le plus grand et le plus ancien de tout le dôme, car c'est la première construction qui est liée à la sécurité du plafond. Entre-temps, bien sûr, il a été complété et rénové à certains moments. Ce bâtiment a un nom très spécial et une signification religieuse. Nous n'avons qu'une seule de ces colonnes. Les plus grandes colonies ont plusieurs colonnes selon la construction du plafond. L'une de nos principales colonies en Asie, qui fait 25 km, est, par exemple, soutenue par 9 colonnes. Le bâtiment central est généralement un centre religieux, mais aussi un centre de contrôle climatique et un centre de régulation du système d'éclairage. Nous avons dans notre colonie 5 grandes sources de lumière artificielle qui génèrent de la lumière UV et de la chaleur grâce à des sources de gravitation. Les conduits d'air et les systèmes lumineux de la surface passent au travers de ces colonnes et sont contrôlés très rigoureusement. En fait, nous avons 3 conduits d'air et 2 systèmes d'ascenseurs. Nous avons aussi un tunnel conduisant à la prochaine grande colonie qui se trouve à environ 500 km au sud-est. Une cage d'ascenseur accède à une grotte près de la surface. L'autre mène à l'un de nos dépôts pour les vaisseaux, qui sont, rappelez-vous, cylindriques, qui est caché près de la surface derrière la face d'une montagne rocheuse. Habituellement, seuls 3 vaisseaux y sont stationnés car c'est un petit dépôt. Les autres constructions de la colonie sont, pour la plupart, disposées de manière concentrique en cercle ovale autour de la colonne principale et sont tous, sans exception, plus petits, généralement de 3 à 20 mètres de haut. Les bâtiments ont la forme ronde d'un dôme. La couleur est généralement différente selon le cercle et la distance qui les sépare de la colonne principale. Au nord de la colonne est construit un autre très grand bâtiment, mais très rond et plat. Ce bâtiment casse le système cylindrique de la colonie avec son diamètre d'environ 250 mètres. C'est la zone de soleil artificiel qui abrite des coulisses et des chambres spécialement illuminées. Ces lieux sont baignés de lumière UV très puissante et sont destinés à chauffer notre sang. Il y a aussi un hôpital et une salle de réunion. Au-delà de l'anneau extérieur de la colonie, ce sont les zones où nous parquons les animaux. Vous le savez, nous devons consommer de la viande comme nourriture. Nous avons aussi les jardins où nous cultivons des plantes et des champignons. Il y a aussi de l'eau chaude et froide provenant de sources souterraines. La centrale de production d'énergie est située à la périphérie de la colonie. Elle fonctionne sur la base de la fusion et alimente en énergie la colonie et les soleils. Mon groupe ou famille vit dans le 4e anneau de bâtiment à partir de la colonne centrale.
Tant de choses en si peu de temps, décrire tous les bâtiments et leurs fonctions nous conduirait trop loin. Il est difficile de décrire un système comme celui-ci parce que c'est un environnement et une culture complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir à la surface. Il faut vraiment le voir pour le croire. Question. Verrai-je tout cela un jour? Réponse. Qui sait, peut-être. Le temps offrira de nouvelles possibilités. Question. Combien de créatures comme vous vivent dans cette colonie? Réponse. Environ 900. Question. C'est la fin de l'entrevue. Avez-vous un message final pour les lecteurs? Réponse. Oui. Je suis surprise par les nombreux commentaires qui ont été faits sur ce que j'ai dit. Bien sûr, je suis aussi déçue des descriptions religieuses qui font de moi un ennemi, qui vous ont été inculquées et qui sont profondément ancrées dans votre mental. Vous devriez apprendre à abandonner les vieux conditionnements du passé et cesser d'être contrôlé par quelque chose ou quelqu'un qui a cessé d'exister depuis 5000 ans. Vous êtes, après tout, des êtres libres. Ce sont mes derniers mots.